Ah! Épisode 4, Détour, c'est écrit par Frank Spocknees et c'est réalisé par un certain Brett Doller qui va signer ici son seul et unique épisode de la série. Au niveau du pitch, c'est très simple, ça se passe dans une forêt en Floride, deux géomètres sont attaqués et tués par des créatures invisibles, ou plutôt dans ce cas précis translucides, façon Predator, je pense que la comparaison est beaucoup plus parlante. Et la scène suivante, on voit un gamin qui part chasser avec son père, ils vont subir eux aussi une attaque. Et après le pré-générique de rigueur, on a Mulder et Scully qui étaient dans le coin et trop heureux de sécher un séminaire avec des collègues un peu casse-couilles, donc ils vont en profiter d'être dans le coin en fait pour mener leur investigation et couper court à ce séminaire. Donc on a là un épisode en fait qui s'inscrit totalement dans la veine éco-horrifique chère à la série et qui nous a valu quand même de franche réussite, évidemment je pense à Quand vient la nuit, quand je pense à un épisode éco-horrifique, je pense directement à celui-là qui est un de mes préférés, Les Dents du Lac, et puis surtout ça va exploiter en fait en décor la forêt canadienne, donc même si ça se passe en Floride, on profite encore de la végétation des parcs naturels près de Vancouver, on va en profiter parce que après la saison 5 ça sera terminé, donc le tournage n'a pas été une sinécure parce que il flottait souvent, donc au niveau des raccords c'était particulièrement casse-couille. Au lieu des 8 jours de tournage habituel, cet épisode a quand même nécessité 19 jours. Ça me renvoie aussi au tournage qui était très compliqué de Souvenirs d'oubliettes dans la saison 3, qui avait beaucoup de scènes en extérieur. Et qui n'a pas été non plus une sinécure. D'ailleurs, pour l'assister dans sa douleur, au père Brett Doller, on a Kim Manners qui vient en tant que réalisateur de seconde équipe. Alors, j'imagine aussi que Chris Carter a souhaité s'assurer qu'il y avait un vétéran maintenant pour assister quand même à ce jeune réalisateur qui vient de débuter. Alors, faut savoir que Brett Doller... Arrête avec tes speed screens, ils sont claqués au sol. Effectivement, Brett Doller, en fait, il a pas trop continué dans cette voie. Il a réalisé que 6 épisodes pour des séries différentes à chaque fois, un one-shot. C'est surtout un superviseur des effets visuels. Et d'ailleurs, ça se traduit plutôt bien dans cet épisode. Il y a quand même plus d'effets numériques que d'habitude, qui ont sans doute d'ailleurs bénéficié d'une petite retouche là pour son exploitation HD. Et d'ailleurs, c'est un truc qui m'a étonné en fait quand j'ai écouté plusieurs podcasts francophones comme Le Coin Pop ou bien aussi le site internet Le Monde des Avengers. On y trie en fait les effets spéciaux. Moi je les trouve plutôt bons en fait. J'aime bien le look des monstres, j'aime bien la texture qui fait un peu vieille écorce de leur peau. Alors on est bien d'accord que ce n'est pas du niveau de bijoux comme Quand vient la nuit, mais déjà rien que le fait que ça se tourne dans des décors naturels et intégrer des effets spéciaux dans les décors naturels, c'est encore plus compliqué. Mais déjà je trouve que ça élève le truc. Même un épisode médiocre comme Le Diable du New Jersey bénéficiait de quelques décors naturels, ne serait-ce que pour les usines désaffectées. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est un des seuls points positifs de cet épisode. Par contre, je suis quand même extrêmement surpris de lire que Frank Spocknees en fait aurait eu l'idée de cet épisode en ayant vu le film Délivrance, qui date de 72. Je ressors le vieux DVD que je vous ai déjà montré pour la chronique La Meute. Alors moi, ça m'étonne un peu qu'il cite Délivrance parce que en fait, il associait l'idée d'être coincé dans un environnement hostile avec une menace invisible, donc dans la forêt. Je vois pas trop le rapport parce que la menace elle est pas invisible, c'est quand même des autochtones qui... Bon, j'ai pas envie de déflorer dans tous les sens du terme le grand drame qui se noue en fait dans une séquence qui est toujours aussi marquante. Ah bon sang. Non. Tu ressembles à un porc. Non. Si t'as des mamelles comme un porc. Alors tu veux te tourner? Allez, par là, allez. Comme ça. Viens, bourson. Viens, je vais t'enfourcher. On va se promener tous les deux. Je pense qu'il voulait citer Predator. Je sais pas pourquoi il a pas cité tout simplement Predator, parce que ça ressemble davantage à ça. D'ailleurs, je vous montre juste le vieux DVD d'époque, parce qu'il était blindé de bonus, commentaires audio, un documentaire qui est absolument fabuleux. Je pense que maintenant vous le trouvez pour une bouchée de pain. Et évidemment, j'ai une copie un peu plus récente en Blu-ray, qui a été d'ailleurs, en lequel on lui a reproché d'avoir de donner un aspect un petit peu cireux au personnage. Hop, encore un DVD, un Blu-ray acheté d'occasion. Ça va faire rager vous savez qui.
Je suis d'autant plus surpris de la comparaison avec Délivrance que la menace n'est pas tant la nature, alors qu'il y a quand même ces moments de danger évidemment, hein, potentiellement mortels, mais ça vient aussi surtout des autochtones. Hein. C'était un film quand même qui égratignait la vision positive des gens qui vivent à la campagne, donc proche de la nature, le monde naturel plus sain que le monde industriel. Alors vous avez dans le cinéma américain en fait deux façons de représenter cette nature et son impact sur l'homme, la nature rédemptrice contre l'enfer à ciel ouvert. Détour esquisse à peine son monstre de la semaine, et je vous révèle pas les origines de la créature, alors c'est un peu dit entre deux répliques, c'est d'ailleurs un point aussi qui est reproché dans les podcasts, alors moi ça me choque pas en fait, hein. La nature est déjà très présente, donc je vous ai dit je validais ces créatures, et j'ai pas besoin d'en savoir plus. A priori, Vince Gilligan aura apporté sa contribution à l'écriture de cet épisode pour toutes les scènes concernant ce séminaire avec les autres agents. C'est d'ailleurs un point que je regrette pour cet épisode, ça aurait pu être beaucoup plus fort avec un double inversé des agents Mulder et Scully. On voit qu'ils sont placés un petit peu au forceps en fait pour aider à conclure l'histoire. Donc je dirais que c'est un épisode qui est malade, mais la règle du jeu aussi était un épisode malade. Quoique ce dernier, je le trouve quand même bien meilleur, en fait, beaucoup plus solide sur ses appuis. C'est un épisode aussi qui n'est pas très subtil. Par exemple, on a une scène où le gamin il regarde le vieux film de James Whale, L'Homme Invisible. Je vous renvoie à l'épisode L'Homme Invisible de la saison 4 où je m'étais un petit peu attardé sur ce film qui est franchement formidable de James Whale. Alors évidemment, l'association thématique n'est pas très subtile parce que dans le film de James Whale, on parle d'invisibilité. Et c'est évidemment au cœur du sujet de cet épisode. Il y a aussi le fait que Frank Spotnitz aurait écrit une fin ouverte, parce que pour lui c'est plus effrayant si le monstre est toujours là. C'est évidemment un truc pour moi qui est archi vu et revu dans les films de monstres. Si jamais on arrive à tuer le monstre, on peut être sûr qu'il y a une fin ouverte en disant qu'il avait un fils, par exemple, le fils de Frankenstein. Donc je sais pas pourquoi on lui reproche ça, qu'est-ce que les fans auraient préféré? Est-ce qu'ils auraient préféré que Mulder efface toute trace de cette civilisation antique à coups de lance-flammes? En plus, c'est pas très dans l'ADN d'X-Files, donc je sais pas. C'est un épisode qui déçoit beaucoup, certains le considèrent comme nul. Dans le coin pop, je ne sais plus lequel, il dit que pour lui c'est un des pires épisodes de la série. Ça, je trouve ça vraiment étonnant, parce que, je sais pas, Vampire, effectivement, un des épisodes les plus ratés. Quasiment tous les épisodes de la saison 10 et 11, et encore, je vais leur donner une deuxième chance, étaient beaucoup plus mauvais pour moi. Bon, bref, en tout cas, ça dépend des sensibilités. En tout cas, sachez que je ne peux pas cracher sur Détour, que j'ai revu avec plaisir, et surtout, le rythme, il est très bon, et pour moi, le rythme, c'est extrêmement important. Alors maintenant, je vais vous citer quelques références qui me semblent opportunes, au vu de cet épisode, donc notamment le jeu vidéo The Forest, que vous pouvez trouver très facilement. C'est-à-dire le premier jeu que j'ai téléchargé sur PS5, et il était en dessous de 10 balles, même s'il n'exploite pas la technologie actuelle, vraiment... il est encore très très propre. Donc au niveau de l'histoire, c'est très simple, vous vous crachez sur une île, vous êtes le seul survivant avec votre fils, manque de cul, ce dernier se fait kidnapper par une sorte de secte cannibale, donc vous êtes seul dans l'épave, vous devez survivre, constituer un abri, construire des armes, en prévision des visites nocturnes de ces étranges créatures, et puis vous devez aussi la journée mener des investigations pour retrouver votre gamin, dans une ambiance sonore qui est extrêmement travaillée. Après, il y a beaucoup de crafting dans le jeu, donc faut aimer. En tout cas, le jeu m'a vraiment cueilli par un retournement de situation que j'assimilerais pas loin à celui, un des retournements de situation de la série Lost. Et en plus, le jeu devient vraiment extrêmement flippant dans son bestiaire. Donc, je vous le recommande chaudement. En littérature, j'avais pensé un petit peu à Druide d'Olivier Perru, donc c'est un roman de fantasy français qui épouse d'ailleurs dans sa structure celle d'une enquête policière autour de meurtres particulièrement gore, les victimes se faisant attaquer par des créatures qui semblent invisibles. Donc là pareil, vous avez un rythme qui est enlevé, même s'il est un petit peu longuet avec des événements marquants. Il y a beaucoup d'idées, des idées très sympas. Par exemple, je me rappelle, ça fait un peu Tintin avec un arbre creux qui mène à une galerie souterraine. Vous avez
le mythe remanié du Puy de Lazare, et puis aussi cette horde, là, évidemment on a les références qu'on mérite, hein, cette horde qui ressemble un petit peu à la tribu barbare dans Ken du Survivant, la tribu de Kiba, donc c'est une tribu de Kiba, c'est avec des espèces de sauvages là qui ont des crocs, ils portent la fourrure en guise de vêtements, et ils terrorisent les régions aux alentours. Donc encore une fois, le roman de Perru, c'est un roman divertissant, mais je trouvais quand même dommage qu'au niveau de la prose, l'auteur ne soit pas plus lyrique concernant la végétation. Après tout, ce sont des druides, et je trouve qu'on n'insuffle pas, en fait. On aurait dû faire quelque chose d'encore plus immersif, en fait, hein, avec la sensation du vent, comme ça, qui caresse les feuilles, les odeurs. Et, bon, en plus de ça, les personnages sont asexués. Hein, tout au plus, il y aurait eu dans la jeunesse du maître druide un moment de touche pipi. Bon, voilà, c'est très gentillet. Après, il y a aussi les scènes de violence. Alors moi, je suis assez sensible aux scènes de violence. Je les trouve plutôt laborieuses dans le livre de Perru, surtout comparé à ce que fait par exemple Robert Howard dans les Conan. Lui, en 5 pages, en fait, il parvient à traduire en fait l'horreur viscérale, la peur, ce que Olivier Perru met 200 pages. Vraiment, le final dure 200. Alors, encore une fois, c'est rythmé, mais c'est quand même un peu plus laborieux. J'avais relevé une phrase dans le livre Druide, c'était « La rage embrasse chacun de leurs gestes, et toute la nuit, ils poursuivirent ceux qui avaient servi la vermine, les passant au fil de l'épée avec une sauvagerie carnassière et jubilatoire. » Tandis que dans un épisode de Conan, que j'ai chopé au hasard, il abattit le pommeau de son arme, sentit un crâne étroit se fendre, et du sang et de la cervelle gicler sur sa main. Voilà mon petit gars, ça au moins c'est efficace, on a l'image, on a même l'odeur du sang là, donc c'est très bon. Alors encore une fois aussi, je vous renvoie à la collection L'Ouest le Vrai, édité chez Actes Sud. Vous avez la saga The Big Sky de Abbé Guthrie. Alors, par contre c'est une prose qui est absolument magnifique, c'est de la poésie, hein. On est loin d'Howard. Quoique, il y a quand même quelques éclats de violence qui sont parfaitement traduits, donc voilà, mais après, il faut évidemment être sensible à la prose de qualité. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a intéressé un minimum, donc lisez du Conan, hein, vous pouvez y aller, jouez à The Forest, regardez Deliverance de John Borman, et faites des jeux de société avec vos amis. Voilà, allez, passez une bonne semaine, et à lundi prochain. Ciao!